actuelle amène son lot de changements et de préoccupations, concilier travail et vie personnelle représente un défi pour bon nombre de personnes en raison des contraintes familiales ou du confinement. Le soutien aux personnes vulnérables ou aux personnes en difficulté représente un défi également pour bon nombre de personnes. Comment mieux vivre cette pandémie? Comment dialoguer avec les personnes? Ou comment gérer au plus mieux ce stress-là que nous provoque ce virus? Nous répondons à ces différentes questions aujourd'hui avec notre psychologue, le docteur Kouraogo Noélie. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour madame. Comment vous allez? Oui, ça va bien, vous-même? Alors docteur, dites-nous, qu'est-ce qui peut expliquer cette peur-là que nous ressentons aujourd'hui face au Covid-19? Ok, donc c'est plutôt maître. Voilà, je suis maître en psychologie de l'éducation et de développement. Voilà. Et la peur liée au Covid-19 actuellement est justifiée parce que c'est une nouvelle maladie, voilà, qui vient de faire son apparition depuis décembre 2019. Et jusque-là, elle était méconnue. Et donc, la peur peut être liée à ça, au fait que voilà, c'est une situation nouvelle qui nécessite de nombreuses adaptations et réadaptations. Et donc, elle est tout à fait normale. Et il faut dire aussi que cette maladie impose quand même un certain nombre de limites et de restrictions auxquelles les uns et les autres n'étaient pas habitués. Voilà, il faut limiter ses déplacements. Il faut plus saluer, voilà, il faut changer sa manière d'éternuer, de tousser et tout ça. Donc ça amène une certaine forme même de suspicion des uns vis-à-vis des autres. Voilà, donc tout ça c'est quand même beaucoup d'éléments qui sont là aussi, qui entretiennent la peur. Et il faut noter aussi que l'actualité mondiale, je veux dire, voilà, tourne autour de ça. Oui. Voilà, donc au fil des jours, tous les jours, voilà, on est entouré d'informations sur le Covid. Voilà. Donc on doit rester à l'affût de ces informations pour pouvoir effectivement adapter nos comportements et tout. Donc ça fait beaucoup un lot assez important de changements, d'informations, de restrictions, et qui est imposé à tout un chacun et qui amène quand même, qui justifie la peur. On entend tellement de choses sur la maladie, on voit tellement des affiches de sensibilisation, et à la fin on a l'impression même d'avoir les symptômes de la maladie. Est-ce normal? Oui, ça peut être normal, mais ce n'est pas une situation normale. Ça peut s'expliquer, mais ce n'est pas une situation normale. Voilà. Parce que quand en réalité on n'est pas malade et qu'on développe psychologiquement, ça veut dire les symptômes de la maladie, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'ordre du normal. Voilà. Ce qui aurait été normal, c'est que malgré justement les informations qu'on assimile justement ces informations et qu'on puisse adapter nos comportements de sorte à ne pas développer une certaine psychose ou bien une certaine hypocondrie autour de ça. Donc une personne qui n'est pas en réalité malade du Covid, mais qui a des symptômes, en réalité est en train de sombrer peut-être petit à petit vers l'hypocondrie. C'est la peur au fait qui l'amène justement à développer des symptômes alors que la personne n'est pas malade. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que l'hypocondrie? L'hypocondrie, c'est voilà, quand on développe des symptômes juste par la peur justement d'une maladie, alors qu'on n'est pas malade. Et voilà, donc là ça devient un peu compliqué. Et comment est-ce qu'on peut surmonter cela? Comment est-ce qu'on peut surmonter cela? Ça peut s'accompagner parce que bon, quand ça perdure, c'est pas bon. Quand ça perdure, quand les symptômes perdurent, c'est pas bon. C'est-à-dire que dans un premier temps, pour faire face ou bien s'assurer que voilà, on est dans une certaine forme d'hypocondrie, il faut s'adresser aux spécialistes, c'est-à-dire les médecins, qui vont effectivement établir un diagnostic pour écarter le doute, parce que c'est important. Il faut quand même pouvoir convaincre la personne qu'elle n'est pas malade. Et les gens qui sont habilités à convaincre la personne qu'elle n'est pas malade, ce sont des médecins.
c'est pas forcément passer par le test du Covid, mais voilà, prendre des conseils auprès d'un médecin, expliquer ses symptômes, ou bien bon, appeler le 35-35 et autres, et en fonction de ce qu'ils connaissent de la maladie, ils peuvent confirmer ou infirmer les doutes de la personne. Une fois que les doutes de la personne sont levés, il faut que la personne justement arrive à se dire que bon, voilà, comprenne que c'était la peur qui était à la base de ça, et travaille à surpasser cette peur-là et à se dire que voilà les conséquences qu'effectivement la peur peut engendrer. Mais étant donné que ces symptômes-là ne sont pas physiques et qu'elles découlent de toute cette psychologie-là, cette peur-là, cette psychose, est-ce qu'il peut y avoir prescription? Puisque vous savez que c'est le mental qui commande tout. C'est le mental qui commande tout. Et à partir du moment où on est convaincu effectivement qu'on est malade, il y a la possibilité qu'on développe effectivement des symptômes physiques, puisque c'est le mental qui commande. Voilà. Donc il faut arriver justement à enlever de la tête ça. Et ça peut être autre chose, ça peut être une allergie, des trucs comme ça, mais on a mis ça en tête que c'est vraiment le Covid là et ça devient problématique. Donc ça veut dire que le mental commande le physique, c'est-à-dire que même si il y a des moments où effectivement il n'y a pas de symptômes, ça se passe dans la tête de la personne se dit que oui, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai la fièvre, ou bien voilà, j'étouffe. Bon, quand la personne dit qu'elle a la fièvre, il faut prendre juste un thermomètre et puis confronter la personne à ses convictions. Et si elle prend sa température et qu'elle n'a pas justement cette fièvre-là, ça veut dire qu'on écarte petit à petit les doutes de la personne. Voilà. Et ça permet justement à la personne de se rendre compte qu'en réalité c'était la peur qui faisait ça. Et dans ce contexte de pandémie-là, comment peut-on mieux vivre? À la radio, à la télé, c'est le coronavirus. Comment vivre avec tout ce flux d'informations? Ok, moi ce que je conseille, c'est que d'abord il faut justement une prise de conscience de la part des uns et des autres pour effectivement se dire que la maladie existe et qu'elle est réelle. Elle est réelle et justement s'approprier des mesures et des consignes qui sont données pour se protéger de la maladie. Donc ça c'est une première étape. Parce que quand on s'approprie de quelque chose et qu'on est convaincu qu'on est sur la bonne voie par rapport aux mesures de protection, à quelque part ça peut contribuer à nous rassurer. Voilà. Donc il ne faut pas négliger juste pour ne pas pour se dire non, si j'écoute ou bien si je fais trop attention au Covid, je vais justement entretenir une peur. Non, si on ne s'informe pas et qu'on ne s'approprie pas des choses, c'est qu'on est dans la fuite. Voilà, il faut s'informer, il faut justement se dire que la maladie existe et adopter toutes les mesures, rigoureusement toutes les mesures qui ont été, voilà, qui sont conseillées. Voilà, donc ça c'est un premier étape. D'abord, non, pour se protéger, se rassurer quand même qu'on fait sa part de contribution pour se protéger et protéger les autres. Voilà. Dans un deuxième temps, moi je conseille aussi un peu de contrôler la consommation de l'information liée au Covid. Voilà. Parce que de nos jours, si on y prend garde, on peut être complètement submergé, comme vous l'avez dit, par toutes ces informations qui viennent de partout et de nulle part ailleurs. Voilà. Donc actuellement, on a les smartphones. Et si les smartphones, on a suffisamment d'applications. Sur Twitter, on a tellement d'applications. Et même par SMS, toutes les alertes sont presque Covid. Voilà. Et en plus du téléphone, il y a la télé, il y a la radio, voilà, il y a les initiatives communautaires et tout autour de ça. Donc il faut, moi je conseille de consacrer un temps par jour pour justement écouter les informations concernant le Covid, pour ne pas être que dans ça. Voilà. Parce que on doit pouvoir se prendre en charge. Il ne faut pas laisser les informations sous prétexte que partout c'est les informations liées au Covid, c'est-à-dire qu'on n'y peut rien. Chacun normalement a la capacité et la possibilité de se prendre en charge. Donc il faut s'imposer un certain
un certain rythme de vie, une certaine hygiène de vie, en se disant, bon, chaque jour, moi je vais consacrer 2 heures de temps sur les informations concernant le Covid. Et je sais vers quelle source je vais. Parce que toutes les sources ne sont pas fiables. Absolument. Toutes les sources ne sont pas fiables. Il faut sélectionner des médias, et des médias à suivre par rapport à ça. Bon, on peut choisir par exemple 2, 3 ou 4 médias au Burkina et quelques médias sur le plan peut-être international pour aussi avoir une vue globale aussi sur l'évolution de la maladie et tout. Et puis se contenter de ça. Et le reste du temps de la journée, il faut vivre. Il faut vivre la nouvelle mode de vie, voilà, dans le respect, voilà, des règles, voilà, établies. Et donc, quand c'est comme ça, on contrôle ce qu'on consomme comme information, on contrôle ce qui peut engendrer la peur, puisque la peur est extérieure. C'est quelque chose qui est à l'extérieur, qui suscite la peur en nous. Voilà. Donc, essayer de contrôler l'information qui est extérieure à nous et qui vient nous envahir là, est une forme aussi de précaution que l'on prend pour, voilà. Et aussi, les médecins aussi recommandent d'avoir une hygiène de vie, bien manger, et pour vraiment renforcer son système immunitaire et tout. Et normalement, quand on est bien portant, physiquement, sur le plan physiologique, ça contribue aussi à renforcer la santé mentale et voilà. Il faut être résilient en fait face à la situation. Voilà. Comment réussir vraiment à contrôler ce flux d'informations, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les médias? Nous en parlons avec nos psychologues en direct du studio Holustream. Vos réactions sont attendues. Docteur, étant donné qu'aujourd'hui, tout le monde, chaque personne représente en fait un sujet porteur du virus, comment dialoguer alors avec les autres, notamment avec ses proches? Comment dialoguer avec ses proches? Je pense qu'on a reçu suffisamment de conseils sur ça. Voilà. Sauf que les gens, avec déjà l'habitude, nos habitudes, c'est difficile souvent de changer les habitudes et les comportements. Voilà. Sinon, il est clairement dit que voilà, il y a des questions de distanciation sociale, le port du masque, le passe saluer et tout. Moi, je pense qu'avec nos proches, il faut être aussi dans ces attitudes, même en famille ou besoin, si, voilà. Parce que surtout quand il y a beaucoup de mouvements, quand tout le monde n'est pas confiné, et ce qu'il y a lieu de faire vraiment, c'est de garder le maximum de distance, respecter la distanciation sociale, même en famille. Même en famille. Et le lavage des mains, voilà, s'imposer une certaine hygiène de vie. C'est-à-dire quand vous sortez, que vous revenez, tout ce que vous avez porté et tout, vous laissez, vous trouvez un coin de la maison, vous laissez, vous rentrez, vous couchez. Il faut s'imposer une nouvelle façon de faire. Avant, par exemple, d'aller vers les enfants et tout, il faut s'assurer que, par exemple, on est propre quand on vient de l'extérieur. Voilà. Donc, je pense que c'est des conseils que les médecins donnent. Donc, il faut les appliquer, au fait. Les suivre à la lettre. Et ne pas se dire, oui, c'est quelqu'un de ma famille. C'est pas d'emblée sur le front, c'est pas inscrit que la personne n'est pas malade. Et surtout qu'on peut porter le virus pendant 2 semaines sans le savoir. Sans le savoir. Mais par exemple, pour ces vieilles personnes qui ne comprennent pas forcément la chose, comment leur faire comprendre qu'il y a une maladie qui ne nous permet pas, par exemple, de les saluer? Moi, je pense que, pour les vieilles personnes, c'est facile, normalement. Je me dis que il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer la situation. Et moi, je pense que c'est de la responsabilité des enfants aussi, de ces vieilles personnes-là. Parce que je suppose que voilà, dans chaque famille, chaque famille est organisée, a une certaine forme d'organisation. Et je pense que c'est un devoir même pour les autres membres de la famille de protéger ces personnes âgées-là. Voilà, même s'ils sont dans le refus, dans le déni, il faut leur imposer des limites. S'ils veulent se comporter comme des enfants, il faut leur imposer des limites comme des enfants aussi.
Et veiller à ce que ça... Parce qu'ils sont extrêmement fragiles, selon les dires justement des agents de santé. Ils sont très fragiles. Ils sont très fragiles. Et bon, pour toute personne qui aime ses parents, il faut vraiment arriver à les convaincre et à leur imposer des limites. Ne pas les exposer du tout, parce que surtout quand c'est des gens qui traînent des maladies chroniques. D'accord. Alors, en ce qui concerne cette situation, quel conseil par exemple pouvez-vous donner à ces personnes, à toute personne qui porte le virus, qui en est conscient, et comment protéger en fait son entourage? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne par exemple? Pour une personne qui porte la maladie, bon, la personne est testée positive, elle a l'information qu'elle est dans la maladie, c'est de dire à cette personne de ne surtout pas paniquer. Parce que ça peut avoir un effet fatal sur sa vie. Il faut arriver à contrôler l'émotion de la peur. Parce que la peur, c'est quand on est dans une situation de peur, on sécrète souvent ce qu'on appelle, il y a 2 hormones qui sont sécrétées généralement dans les situations de peur. Il y a l'adrénaline, puis il y a l'ocytocine, je crois. Voilà. Oui, donc il y a 2 hormones. Et donc, et généralement ces hormones sont sécrétées dans une situation d'urgence pour permettre à la personne de réagir, voilà, face à la situation de peur, mais dans un laps de temps. C'est-à-dire que normalement, elles ne sont pas sécrétées, elles ne doivent pas être sécrétées pour durer pendant longtemps. Voilà, c'est comme une personne qui est face à un lion. Et le cerveau commande rapidement, reçoit l'alerte et l'adrénaline, voilà, il sécrète l'adrénaline pour renforcer, je veux dire, physiquement la personne pour pouvoir fuir le danger. Voilà. Et quand ça persiste, vu que ça nécessite beaucoup d'efforts physiques, il y a la 2e hormone maintenant qui est sécrétée, qui est beaucoup plus le cortisol du moins. Voilà, c'est le cortisol. Le cortisol qui aussi contient du sucre. Et cette hormone-là est sécrétée pour renforcer le physique, parce que comme la personne doit fournir des efforts physiques, le cortisol est sécrété pour permettre à la personne justement de maintenir ses capacités physiques pour faire face au danger. Et pendant ce moment, tout le système immunitaire, toutes les autres fonctions de l'organisme qui ne sont pas nécessaires à cette étape-là sont tues. C'est-à-dire plus rien ne fonctionne dans l'organisme et tout est bloqué pour permettre à la personne de faire face à cette situation de danger. Et donc, si la personne persiste dans cette situation de peur-là, ça veut dire qu'elle sollicite ces 2 hormones et en ce moment, son système immunitaire ne peut s'affaiblir. Alors qu'on sait que quand on est malade du Covid-19, le système immunitaire doit rester fort. Très, très, très fort. Et il a même besoin d'être renforcé, pas besoin d'être affaibli. Donc quand on est dans la peur, on tête tout, on sollicite les 2 hormones qui sont là, qui en permanence travaillent, et au détriment du système immunitaire qui doit fonctionner pour aider la personne à être plus fort et à faire face à la maladie. Donc vous voyez que c'est... Voilà, ça peut constituer un facteur. Oui. Ce qui fait que... et puis bon, la personne peut justement... Il y a des informations qui sont données sur la maladie. Il est dit que bon, c'est pas une maladie forcément... C'est pas fatal en fait. Voilà. Le pourcentage de morbidité de la maladie est faible. Et le plus gros pourcentage, c'est beaucoup plus lié à la guérison. Voilà. Et donc, normalement, quand on suit les règles, quand on est diagnostiqué à temps et qu'on suit les choses à temps, normalement, tout individu peut être guéri de ça. Et imaginez, on a dit aussi, par exemple, que pour les personnes souffrant de diabète et autres, ce sont des personnes à risque. Imaginez si vous êtes dans une situation où vous sécrétez du cortisol, qui est du sucre, qui peut aussi provoquer, comment on appelle ça, le diabète à long terme chez la personne.
Donc il faut faire très très attention et voilà, se forger un mental fort, être résilient et se dire que voilà, même si je suis malade, voilà, je dois rester positif. Et la personne aussi peut justement garder le lien avec sa famille parce que c'est des moments aussi où on a besoin du soutien des membres de sa famille et sentir leur proximité, même si il y a une certaine distance qui est là. Je pense que quand même il est permis d'avoir un contact régulier avec ses proches au téléphone ou tout, tant qu'on le peut. Donc je pense que c'est ça. Il faut vraiment être dans une attitude positive. C'est pas évident d'emblée. Dans un premier temps, quand on vous annonce que vous êtes malade, c'est normal que vous ayez peur et que vous vous posez des questions. Mais il faut arriver à relativiser et à mettre de côté la peur et à travailler plutôt, à travailler et contribuer à votre propre guérison plutôt que de rester dans la peur qui est inutile en réalité. Justement, est-ce qu'il existe des solutions simples en fait pour gérer ce stress-là ou cette peur? Oui, je vous avais tantôt expliqué que voilà, bon, pour une personne qui est malade, justement, bon, il faut qu'elle évite aussi de suivre l'actualité, voilà, l'actualité sur la maladie et se concentrer. Ça veut dire que en ce moment, la priorité, c'est elle. La priorité, c'est la personne. La personne doit se concentrer pour pouvoir guérir de la maladie. Donc, il faut accorder une priorité pour ça. Le stress, je le disais aussi, il faut sentir la proximité de sa famille. Il faut pouvoir aussi être en contact avec la famille. Et il faut aussi faire confiance au personnel soignant. Il faut faire confiance au personnel. Parce que ça, également, ça fait partie d'un des critères qui peut permettre à quelqu'un de guérir rapidement. Parce que quand quelqu'un te soigne et que tu ne fais pas confiance à la personne, bon, il y a déjà un problème. Donc malgré les failles qui ont été relatées de part et d'autre, que ce soit au niveau du système sanitaire ou bien voilà, les insuffisances qu'il y a, il faut faire confiance et se dire peut-être que moi je ferai même si je suis dans des conditions difficiles, peut-être de prise en charge, moi je prends la ferme décision de faire la différence, je vais guérir. Et c'est le cerveau qui commande tout. Oui. Donc il faut pouvoir effectivement se forger un mental fort et puis être résilient, accepter la situation et travailler à surpasser ça. Est-ce qu'il existe par exemple des solutions pour parler à une personne qui est en crise, une personne ayant reçu un flux d'informations? Comment s'adresser à cette personne-là? Comment s'adresser? Bon, vous voyez les individus, puisque en psychologie, on n'aime pas généraliser souvent, parce que chaque individu a son trajectoire, son histoire, et ça compte beaucoup dans la prise en charge de la personne. Donc souvent, c'est difficile de généraliser. Voilà, on traite les individus sont traités au cas par cas, en fonction de leur trajectoire, en fonction de leur environnement et tout. Donc, et je disais tantôt que la peur est extérieure. Il faut d'abord, on ne peut pas généraliser parce qu'il faut d'abord savoir qu'est-ce qui a fait l'objet de la peur. Qu'est-ce qui a été l'objet de la peur? Bon, ça peut être une information liée au Covid. Et c'est quoi cette information que la personne a reçue qui a déclenché la peur en la personne? Il faut pouvoir détecter ça et travailler avec la personne pour dédramatiser, en fait, cet élément extérieur qui est venu provoquer la peur à la personne. Voilà. Donc, peut-être, je ne sais pas, pour un individu X, peut-être ça peut être, je ne sais pas, une information reçue par rapport au manque de tests, voilà, qui a suscité de la peur. Bon, la prise en charge, par exemple, serait différente d'une personne qui est rentrée dans une situation de crise parce qu'il a appris que voilà, il y a telle personne qui est décédée parce qu'il y a eu une différence de prise en charge, etc. Donc il faut pouvoir détecter l'élément voilà, qui a enclenché la crise là sur la personne et accompagner progressivement la personne à dédramatiser voilà, sa peur, à dédramatiser l'objet de la peur. Et quels sont les points positifs que vous avez pu recenser dans cette crise-là, socialement parlant? Bon, socialement parlant, je pense que cette crise, bon, je vais dire la pandémie est venue nous mettre plus ou moins face à la fragilité de l'être humain. Voilà, c'est vrai qu'il y avait d'autres
il y avait d'autres formes de maladies qui sont même d'ailleurs plus fatales que le Covid. Mais la manière dont la pandémie s'est généralisée, actuellement il n'y a pas de maîtrise concernant la prise en charge, il n'y a pas de vaccin et tout ça. C'est comme si on est tous devenus impuissants, même les grandes puissances sont actuellement confrontées à ça et ça vient remettre en question en fait les éléments sur lesquels on se basait pour dire que tel pays est puissant, tel pays ne l'était pas, ou bien tel individu est puissant, tel individu est riche. Je pense qu'actuellement, nous sommes plus ou moins dans les mêmes conditions. Voilà. Et donc, ça peut amener tout un chacun à s'interroger sur l'humanité. Ça nous ramène à l'essentiel, à nous interroger sur l'humanité et revoir aussi un peu nos priorités. Par exemple, si ma priorité était peut-être, je sais pas, d'avoir, je sais pas, plusieurs marques de voitures dans mon garage et tout. Bon, peut-être au Burkina, c'est pas encore arrivé, on n'est pas arrivé dans cette situation, mais ailleurs, carrément, par exemple, ces véhicules sont stationnés. À quoi bon, pourquoi ça sert d'avoir tout ça? Donc, je pense que ça permet, et sur le plan de l'hygiène aussi, parce qu'il y a beaucoup d'avancées. Il y a beaucoup d'avancées, mais on espère qu'après le Covid, ça va continuer. Ça va continuer. Mais je pense qu'il y a des éléments qui vont rester quand même. Il y a des éléments qui vont rester quand même. Et peut-être aussi que ça va aussi amener nos États à prendre conscience au fait de la nécessité de renforcer le système sanitaire et de le rendre plus performant et tout quoi. Donc il y a autant d'éléments positifs au fait qui voilà. Et puis côté parents, enfants, bon, je sais qu'il y a des parents, souvent qui n'ont pas le temps des enfants. Et peut-être qu'il y a malgré que les enfants ne vont plus à l'école, peut-être qu'il y a des parents justement qui n'arrivent pas à s'en occuper parce que bon, l'école était un échappatoire. Mais là, comme il n'y a plus l'école, les enfants sont à la maison, ils sont peut-être laissés à eux-mêmes. Mais pour les parents qui ont pu mieux s'organiser, il y a un rapprochement qui se crée avec les enfants. Ça ramène les parents à leur mission première, leur rôle premier d'éducateur et de modèle pour les enfants. Ça permet aux parents quand même de pouvoir organiser la vie éducative et sociale aussi de leur enfant. Et ça crée la proximité, ça renforce la proximité. L'un de nos abonnés, Fabrice Ouedrago, demande: que pensez-vous de l'idée de faire des rituels quotidiens? A-t-il dit, je cite, j'ai lu une étude qui précisait que les rituels étaient utiles pour provoquer une situation de confort et réduire l'anxiété. Par exemple, à 8h, je me lève, je fais mon petit déjeuner. À 8h30, je démarre mon travail. À 11h, je sors. Est-ce vraiment efficace? Parce que là, c'est son quotidien. Du coup, ça devient plus son rituel. Voilà. Est-ce que c'est vraiment efficace en fait pour quand même réduire l'anxiété ou toutes ces peurs dont nous parlons du Covid-19? Ok. Bon, le rituel, tel qu'il l'explique, ce sont des nouvelles habitudes ou bien qu'on a reparties dans le temps que la personne adopte sur tout le long. Quand ce sont des attitudes ou des comportements positifs, ça va, mais si c'est des rituels négatifs, c'est pas bon. Oui, ça peut être une autre forme de rituel. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas généraliser le rituel. Là, c'est des bons rituels. Se lever à 8h, manger, aller à la douche, faire son petit déjeuner. Parce qu'effectivement, ça nécessite au fait qu'on fasse un rituel. Parce qu'il faut organiser les choses au millimètre près, en quelque sorte. Mais il ne faut pas aussi être trop carré. Il ne faut pas être aussi trop carré parce que ça peut conduire à être maniaque et ça aussi c'est une forme de folie. Donc il faut souvent se laisser des marches. Dans le rituel là, si à 8h, si je devais me réveiller à 8h pour prendre ma douche, si je me réveille à 8h05, à 8h10, c'est pas bien grave, il faut relativiser. Parce que tel qu'il décrit, il faut être strict réparti dans le temps. Oui, c'est un bon rituel. Peut-être
la manière dont ces activités-là sont échelonnées dans la journée, il peut garder ça, mais il ne peut pas imposer une certaine rigueur par rapport à l'heure exacte et tout, parce que quand c'est comme ça aussi, ça devient autre chose. Voilà. D'accord. Elena Dao nous dit, déjà en ce qui concerne l'addiction aux écrans, déjà avant c'était très compliqué, maintenant les enfants sont plus devant les écrans, c'est très difficile à gérer quand on est seul et qu'on doit travailler en même temps. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, ça c'est évident, c'est évident. Et c'est pour ça aussi que je disais, il faut... c'est assez difficile, il faut s'imposer un certain rythme. Et c'est très très dangereux de laisser les enfants devant les écrans. Parce que vous imaginez que si les écrans sont la surconsommation, bien la grande exposition aux écrans, si elle est dangereuse pour les adultes, imaginez pour un enfant. Voilà. Et il y a beaucoup de parents qui justement trouvent non, ça veut dire que pour eux la meilleure façon d'occuper l'enfant c'est de mettre l'enfant devant la télé, alors que c'est pas ça. Il y a beaucoup d'activités, il faut responsabiliser les enfants. Il y a beaucoup d'activités que cette mère par exemple peut initier et petit à petit consacrer 3 jours par exemple à expliquer ça à l'enfant, à apprendre ça à l'enfant. Donc, le rituel dont parlait tantôt l'autre internaute, c'est-à-dire, voilà, l'enfant, peut-être quand il avait l'habitude de se lever à 7 h, et qu'on le prépare pour aller à l'école, on peut le laisser dormir jusqu'à 9 h, parce qu'il n'y a pas d'urgence, et en plus le sommeil est très réparateur, c'est très bon pour la croissance des enfants, croissance physique, psychologique des enfants. Donc, on laisse l'enfant dormir à 10 h, c'est-à-dire qu'entre 7 h et 8 h, maman peut travailler. Et le temps qu'il se réveille, peut-être que voilà, elle consacre 30 minutes peut-être pour préparer le petit déjeuner de l'enfant ou quelque chose comme ça. Et quand l'enfant se réveille à 9 h, peut-être qu'ils peuvent avoir leur petit déjeuner ensemble. Ensuite, coloriage, activité de coloriage. Par exemple, on donne une activité à l'enfant, ça peut être une activité de coloriage, mais même si c'est le dessin animé ou quelque chose, ou un programme à la télé, on dit bon, après le petit déjeuner, l'enfant a droit à 1 heure par exemple à être devant l'écran le matin. Il finit, si c'est un enfant qui est en capacité, pendant que l'enfant regarde la télé, la maman, peut-être qu'il y a des enfants qui vont vouloir poser la question, ah maman, ça c'est quoi, mais ça ne dérange pas forcément la concentration, tant que la personne par exemple n'est pas en communication avec ses collègues, en télétravail ou quelque chose comme ça. Donc, pendant que l'enfant est occupé à regarder la télé, pendant 1 heure, bon, la maman continue de travailler. Une fois qu'elle finit de regarder la télé, on peut dire à l'enfant de dessiner, par exemple, ce qu'il a vu à la télé. Donc, c'est des choses comme ça. Il faut vraiment préparer des activités minutieusement. C'est-à-dire que les parents doivent prendre la place des monitrices qui sont à l'école là. Ce qu'elles font là, il faut établir un programme pour l'enfant. Parce que si on ne fait pas ça dans le cadre d'un programme, facilement on est submergé. Et au début, ça va être difficile, mais une fois que l'enfant acquiert le rythme et qu'il comprend que c'est la nouvelle situation, la maman explique ou bien le parent explique à l'enfant, voilà, à cause du coronavirus, tu ne pars plus à l'école. Moi aussi, je dois rester à la maison travailler, mais voilà, j'ai besoin d'avoir un peu de silence pour pouvoir travailler. Il faut être complice avec l'enfant, il faut l'expliquer. Il ne faut pas croire que l'enfant ne va pas comprendre. Une fois qu'on explique à l'enfant, on dit voilà, on établit les règles et on aide l'enfant à assimiler ces règles-là et à assimiler le programme qui a été. Et c'est facile. Souvent, on n'y pense pas, mais c'est facile et les enfants, ils comprennent. Alors, maître, nous arrivons au thème de notre échange. Quels conseils pouvez-vous donner en fait, de manière générale pour vivre cette maladie? Ok. Bon, moi, le conseil que je donne de façon générale, c'est que, bon, c'est une situation qui est là, on doit y faire face, on n'a pas le choix et chacun doit contribuer à sa manière à ce que, à booster la maladie, voilà, que ce soit hors de nos frontières ou hors des autres frontières, parce que, bon, on sait que c'est venu d'ailleurs, il n'y en avait pas dans nos frontières, donc tout ce qu'on peut faire vraiment pour amener, contribuer à ce que cette maladie
soit hors de nos frontières et hors des autres frontières, qu'on le fasse, qu'on accepte la situation et qu'on soit vraiment le plus résilient possible et qu'on se dise que ces moments de crise, de pandémie, voilà, l'humanité a toujours connu ça. Il y a eu une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale. Il y a eu des grandes catastrophes comme ça dans le monde auparavant. Et peut-être que c'est l'épreuve que l'humanité soumet à notre génération actuellement. Il faut l'accepter et respecter tout ce qui est dit pour pouvoir justement chacun à son petit niveau contribuer à se protéger, à protéger les autres et à faire en sorte que la maladie disparaisse. Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. C'est ça la résilience. Ça veut dire qu'on est face à un choc. Et face au choc, je ne baisse pas le bras. Je ne suis pas dans la fuite. Mais j'adopte des mécanismes, j'adopte des stratégies pour mieux vivre la situation. Et c'est en ce moment qu'on dit, pour vivre positivement la situation, c'est en ce moment qu'on dit d'une personne qu'elle est résiliente. Voilà, on doit tous être résilients. Merci Maître Noélie. Nous rappelons que nous sommes au thème en fait de cette émission Santé plus Covid-19 et si on écoutait les experts, nous nous retrouvons lundi à 11h.